19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 21 juillet 2019. Le ministère des Transports a récemment fait un communiqué dans lequel il a informé les titulaires du permis de conduire toutes catégories confondues qu'il est institué un permis de conduire biométrique. Les usagers disposent à compter de demain 22 juillet d'un délai de 12 mois pour renouveler leur permis de conduire. Pour le président du MPCR, l'arrêté du ministère des Transports est illégal. On écoute Noufou Arzika avant de le retrouver en partie magazine. L'arrêté n'est pas régulier. Et son application est totalement irrégulière. L'arrêté aujourd'hui, il n'est même pas connu de qui que ce soit. En dehors des réseaux sociaux, vous l'avez vu où? Vous l'avez vu où? En dehors des réseaux. Il n'existe nulle part. Mais nous sommes dans un état de droit. Ce n'est pas à travers les réseaux sociaux qu'on va voir un arrêté signé par un ministre. Alors que dans le même arrêté même qu'ils ont fait, ils ont dit eux-mêmes que cet arrêté doit faire l'objet de publications au journal officiel de la République du Niger. Mais ils ne doivent attendre à tout le moins, quelle que soit leur précipitation, ils doivent attendre qu'il ait été d'abord régulièrement publié au journal officiel et que toutes les formalités légales de publicité soient achevées avant de procéder à leur application. Même si on considère que tout est normal, tout est régulier et tout est justifié. Alors qu'on est loin de ça. On est loin de cette situation-là. C'est très clair qu'il n'y a aucune justification qui a été donnée par ces gens qui sont en train de comploter au niveau de ce ministère où on a pratiquement tout privatisé. Vous vous rendez compte que le ministère du Transport, aujourd'hui, il n'y a plus aucun acte administratif et que tu peux attendre de ce ministère en dehors, je ne sais pas, de peut-être une permission d'absence que vous pouvez donner à un agent. Mais sinon, il n'y a rien. Parce que si c'est visite technique, c'est un opérateur privé à qui on a donné, lui-même, il ne respecte rien de cahier de charge, il est là, il est en train d'abuser. Ensuite, pour faire les plaques d'immatriculation, comment on appelle ça, les catégories et autres, c'est un autre opérateur à qui on a pratiquement cédé la question. Ensuite, maintenant, l'établissement des permis de conduire après les examens, ces permis-là aussi, maintenant, désormais, ils veulent le mettre entre les mains d'un privé. Donc finalement, au niveau de l'administration du ministère des Transports, il n'y a aucun acte, même les titres de transport. Même les titres de transport, les papiers qui est censé et qui est une autorisation de vous permettre d'exercer l'activité de transport, ça aussi, on a privatisé. Et on dit que ce titre-là, lui aussi, doit faire l'objet d'une attribution d'un document qui sera délivré au niveau de ce concessionnaire. Mais les gens se foutent des Nigériens. Voilà, rendez-vous donc à la partie magazine pour suivre l'intégralité de cette intervention de Noufou Arzika. Le CCOG de Niamey a abrité ce matin les assises de l'Assemblée générale de la délégation régionale RDR Tchangi de Niamey, une rencontre politique placée sous le thème mobilisation qui vise à mieux implanter le rassemblement démocratique et républicain dans la capitale. Le résumé avec Adamou Soumana sur les images d'Ibrahim Abdou. Né de la crise qu'a connue la CDS Rahama, le Rassemblement démocratique et républicain RDR Tchangi affûte ses armes pour une représentation plus efficace sur l'échiquier politique national en général et à Niamey en particulier. Niamey, où les militants n'ont pas failli à l'appel de leurs leaders régionaux, ayant placé ses assises sous le signe de la mobilisation à tous les niveaux. Notre grand et jeune parti, le RDR Tchangi, est en train de s'implanter au plus profond des quartiers de la ville de Niamey. Voilà pourquoi le bureau de la délégation régionale, ensemble avec les responsables communaux du parti, doivent accélérer et parachever la mise en place de nos cellules de base ainsi que les structures des associations affiliées au parti dans les meilleurs délais. D'autres points non moins importants tels que l'acquisition des pièces d'état civil qui sont la condition sine qua non pour l'enrôlement dans le fichier biométrique électoral. Tout militant qui n'est pas à mesure de voter est un militant inutile. Excellence, Monsieur le Président Mahaman Ousmane, c'est aujourd'hui le jour, le lieu et l'occasion de vous réitérer le soutien total et inconditionnel de la délégation régionale de Niamey, tout en vous réaffirmant
son soutien sans faille. Dans les interventions qui s'en sont suivies, la mobilisation et l'engagement militant pour les idéaux du parti étaient les mots-clés des responsables des différentes structures du parti pour son rayonnement dans la capitale. Prenant la parole à cette occasion, le président de l'ADR, qui se veut une alliance entre le RDR et le Hankouri, Mahaman Ousmane, n'a pas manqué de renouveler sa reconnaissance à l'endroit des militants. Tout d'abord, le fait de m'avoir confié la présidence de l'ADR le même jour de sa création. Ensuite, le fait de m'avoir désigné comme candidat de l'Alliance aux prochaines élections présidentielles de 2021. Ensuite, le fait d'avoir convenu de faire face ensemble aux prochaines compétitions électorales qui s'en viennent. Je salue la clairvoyance des dirigeants de la délégation régionale de Niamey pour avoir placé les assises de cette Assemblée générale sous le thème de la mobilisation. Aussi, je vous invite à installer et organiser le parti au plus fin fond de la ville de Niamey, la capitale, du centre-ville à tous les quartiers de la périphérie. Je suis convaincu qu'il y a bien de la matière. Ce grand rendez-vous des militantes et militants de Niamey était également l'occasion pour le président de l'Alliance démocratique et républicaine pour éclairer l'assistance sur son programme politique qu'il compte présenter aux Nigériens lors des élections de 2021 afin de gagner leur suffrage. Congrès extraordinaire du mouvement pour l'unité et le redressement de la nation, Mourna Farhan, ce matin à la maison des jeunes Diadou Sekou de Niamey. Un congrès qui marque aussi la fusion Mourna à la formation MPR Jamhouria de Niamey. Ismaël Moumouni et Sadou Domi. Créé il y a de cela 15 ans sous la conduite éclairée du charismatique professeur Mamour Jibo, le mouvement pour l'unité et le redressement de la nation, Mourna Farhan, est l'un des grands partis nigériens qui a joué un rôle important dans le rayonnement de la démocratie. Soucieux d'un avenir radieux pour le Niger, c'est en ce sens qu'il a fondé son espoir sur Albadi Abouba à travers cette fusion qui vise à travailler dans un cadre plus large, plus fédérateur, qui pourra désormais peser d'un véritable poids sur l'échiquier national. Cela signifie bien évidemment que nous adhérons totalement au projet de société que le MPR Jamhouria propose aux Nigériens et que nous nous engageons à le faire triompher. Mais cela signifie aussi, de la part des camarades du MPR Jamhouria, plus d'ouverture d'esprit et de solidarité afin que les nouveaux élans qui arrivent ne s'émoussent face à des comportements de défense de positions acquises. Sachez surtout qu'une position n'est jamais définitivement acquise en politique. Et on est champion dans un contexte. Quand le contexte change, la performance change obligatoirement. Le président du MPR, Jamhouria, ne cache pas sa joie et salue ce courage de Mourna Farhan tout en rassurant ses nouveaux adhérents qu'ils sont chez eux. En mon nom personnel, au nom de tous les membres du bureau politique national du MPR Jamhouria, de tous les militants et militantes du MPR Jamhouria, et même au nom des partis alliés du MPR Jamhouria, toute notre gratitude, tous nos remerciements, et je vous exprime une fois de plus également toute notre sincère considération à l'endroit du geste ou de la décision historique que vous avez prise et qui sera certainement inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire politique de notre pays. Cette fusion a été approuvée non seulement par le bureau politique national, mais surtout par les militants qui ont fait le déplacement à la Maison des jeunes et de la culture Diadou Sekou. Et cela devant un huissier de justice. Cette fusion marque également la fin du parti Mourna Farhan.
Depuis le début des travaux de la voie express, les riverains de l'axe Grand Marché aéroport subissaient une augmentation du tarif de la course de Faba qui a passé de 100 francs à 200 francs. Aujourd'hui, après la mise en service de la voie, c'est toujours le statu quo. Une situation que déplorent les usagers dans ce reportage signé Hamza Sakou. Plusieurs infrastructures ont été construites dans la ville de Niamey, en l'occurrence la voie express. Pendant la construction de ce joyau, la population qui emprunte ce tronçon a du mal à se déplacer, ce qui a augmenté du coup les tarifs de Faba sur l'axe Grand Marché aéroport. Après sa construction, les tarifs sont restés inchangés, ce que déplorent les clients. Le tarif est resté inchangé pendant et après la construction de la voie express. On continue toujours à donner des enfants. Amma yanzu da an ka kare gyara hanyar nan 40 muke zuwa mu tudura muka shigowa 40. Avec la construction de la voie, on paye 125 la course à cause de la déviation. Maintenant que la voie est achevée, on continue à donner la même somme. On demande une allégeance. Ce refus de réduire les tarifs est dû à un certain nombre de charges supplémentaires augmentées par les autorités de la ville de Niamey, comme en atteste le syndicat. L'État même en personne, il est en train d'augmenter sur les pièces, les papiers. Par exemple, je te donne un exemple. Sur la patente de 65 000 l'année, ils ont passé à 78 000. Donc, l'augmentation est déjà faite. Au niveau de la patente, ce n'est pas ça seulement. Il en reste beaucoup de choses. En rentrant dans l'aéroport même, c'est dégradé. Il faut que l'État fasse quelque chose. Ils prennent 18 750 par véhicule, soit 625 francs par jour sur chaque véhicule, pour l'entretien des voies. Mais rien n'est fait au niveau des rentrées dans les quartiers. Vraiment, désolé, compte tenu de tout ça, la souffrance du conducteur, on travaille pour avoir quelque chose. Donc, il faut tenir compte de ça. Il y a la vieillesse qui vient. Compte tenu de tout ça, les clients doivent se patienter et de prendre la charge. Ce n'est pas la faute au conducteur ni au propriétaire des Faba. C'est la faute à l'État. C'est l'État qui doit subvenir à tout ça d'abord. S'il diminue sur le carburant, présentement, ça fait combien d'années on est là à lutter pour la diminution du carburant? Jusqu'à présent, rien n'est fait. Vraiment, compte tenu de tous ces problèmes, nous sommes censés à garder le prix comme ça. La responsabilité de cette hausse des tarifs est imputée sur les autorités de la ville de Niamey par le syndicat qui est prêt à baisser le prix si les autorités de la ville en fassent de même. La période des grandes vacances coïncide avec la saison des noix de dôme, appelée communément Cologie. Les petits scolaires saisissent l'occasion pour en faire des petits commerces et préparer la rentrée scolaire prochaine. Suivez ce reportage. Nous sommes non loin du marché Habtagui. Très tôt le matin, une dizaine de femmes s'installent devant leurs marchandises. Elles y vendent en gros la noix de dôme, communément appelée Cologie, qu'elles transportent depuis le village de Namaro, situé dans la région de Tilaberi. Un marché occasionnel ne dure en moyenne que quelques heures de la journée, mais qui fait le bonheur de ces femmes. Nous vendons la noix de Doum en gros. Je vends le sac à 3500 voire 4000 francs et le demi-sac à 2. Nous remercions infiniment les clients qui viennent s'approvisionner. On n'a aucune difficulté dans ce commerce. La majeure partie de leur clientèle est composée de jeunes scolaires qui, pour meubler leurs vacances, en paient ces noix pour aller revendre dans les quartiers.
On a marchandé le sac de la noix de Doum à 4 000. Je profite de ces vacances pour exercer ce petit commerce de noix de Doum et préparer la rentrée scolaire prochaine. J'en appelle aussi à tous les vacanciers de se lancer dans des activités génératrices de revenus et éviter le vagabondage. Le commerce de la noix de Doum profite à ces femmes et aussi à ces jeunes scolaires qui, avec les retombées, préparent la rentrée des classes en achetant fournitures scolaires et habits. Les responsables des clubs de Super League ont suivi une formation de 2 jours au centre technique de la Fédération nigérienne de football. Au menu de cette formation, le processus d'octroi de la licence. Suivez le compte rendu. Les responsables des différents clubs de la région de Niamey qui participent aux compétitions interclubs de la CAF pendant 2 jours seront outillés sur la procédure d'octroi de la licence des clubs. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la formation continue que nous devons faire vis-à-vis des clubs pour tendre vers la professionnalisation. Il s'agit de la procédure d'octroi de licence aux clubs que la CAF et la FIFA ont initiée depuis 2012 par des étapes successives qui ont commencé à se mettre en place en 2015 et la date butoir ayant été repoussée plusieurs fois cette fois-ci, les mesures pratiques vont être mises en place à partir de 2019-2020. Voilà, c'est pourquoi vous avez remarqué que cette année a été une année transitoire, une année très fermée et toutes les associations ont été invitées par la CAF, les associations membres s'entend, ont été invitées par la CAF pour rapporter leur calendrier à celui qui prévaut sur le plan international. C'est-à-dire que les années du football, les saisons du football vont commencer dorénavant en août et se terminer en mai, conformément aux dispositions qui ont été prises. Plusieurs thématiques en lien avec la procédure d'octroi de la licence au club seront développées au cours de cette formation. Au cours de ces 2 jours, nous allons expliquer au club l'importance de la licence des clubs. Maintenant, on va essayer de former les clubs comment obtenir la licence. Pour participer aux compétitions internationales, il faut une licence. Quelles sont les procédures à suivre pour avoir cette licence? Et j'espère qu'ils vont prendre ça au sérieux parce qu'on va étendre la licence des clubs sur le plan national. Dans le futur, pour participer aux compétitions nationales, il faut une licence. Ce séminaire, d'ailleurs, c'est la CAF même qui l'a exigé. Cette formation sur les questions d'octroi de la licence au club sera élargie au niveau des différentes régions du pays. Place à présent à la partie magazine. Noufou Arzika, président du MPCR, donne son opinion par rapport au communiqué du ministère des Transports qui instituait les détenteurs de permis toutes catégories confondues à se conformer au nouveau format biométrique et cela dans un délai de 12 mois. Très bonne réception à vous. Ça va dans le même sillage de cette logique des inégalités qu'on est en train de relever à travers la première partie de votre question. Au niveau du ministère des Transports, les gens oublient que on n'est pas dans un régime d'exception. Nous sommes dans une république qui a une constitution, qui a déterminé les règles de base, qui a dit exactement comment les choses doivent se faire. La différence entre un régime d'exception et une république, c'est la prévisibilité légale des actes possibles. C'est-à-dire que légalement, on sait ce que tu peux faire. Tu ne peux pas inventer ça avant qu'il ne soit dit dans la loi. Mais dans un régime d'exception, la loi, c'est les gens qui régentent l'État. C'est ceux qui ont le pouvoir par la force, qui régentent l'État, comme on l'a connu depuis quelques années. Mais dans une république où tout est prévisible, le rôle du président est connu, le rôle du gouvernement est connu, le rôle de tout le monde est connu, c'est bien défini dans la Constitution. Mais comment, alors que la Constitution dit de manière très claire, les lois et règlements de la République n'ont d'effet rétroactif qu'en ce qui concerne les droits et avantages qu'ils peuvent conférer aux citoyens, un ministre de la République va oser prendre une initiative en élaborant un acte réglementaire, genre un arrêté. D'abord, il fait
Il fait adopter une convention entre lui et un partenaire inconnu et dans des conditions floues que personne n'arrive à vous expliquer parce qu'on a rapproché l'administration pour essayer de comprendre avec ceux qui sont censés avoir l'information. Ils ne l'ont pas. Et c'est une affaire qui a été faite pratiquement autour du cabinet du ministre, élargi au directeur de la législation, seulement comment on appelle ça, de ce ministère. Mais tous les autres ne sont pas au courant. Et ensuite, on fait donc une convention comme ça, qui n'a jamais fait l'objet de publication au journal officiel de la République du Niger pour permettre à tout le monde d'être au courant de la décision qu'ils sont venus à prendre et de la régularité de la décision. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut l'attaquer. Cela n'est pas fait. Ensuite, on décide qu'on va prendre un arrêté maintenant en application de cette logique-là. On prend un arrêté et attention, il prend l'arrêté le 15 juillet passé. Il prend l'arrêté le 15 juillet et 2 jours après, il fait un communiqué à la suite de l'arrêté qu'il a pris l'avant-veille. Il fait un communiqué pour annoncer aux gens qu'à partir du lundi 22, donc une semaine après l'arrêté, il invite tout le monde à se mettre au pas pour aller renouveler son permis et donc amener comment on appelle son permis pour qu'on lui renouvelle moyennant une somme de 12 000 francs à payer à l'opérateur à qui on a donné le marché de faire ces permis-là. Et on s'est demandé, comment est-ce que les gens vont accepter de fonctionner comme ça? Nous sommes dans un état de droit. Si vous avez pris une initiative d'abord, il faut faire même si tout est normal, tout est régulier, tout est fait dans des conditions normales, en utilisant les règles normales, la loi prévoit que quand vous prenez un arrêté comme ça, cet arrêté, pour qu'il soit opposable aux citoyens, il faut le faire publier au journal officiel de la République du Niger, même si c'est par voie spéciale. Et ensuite, une fois publié, il doit faire normalement 15 jours de publicité légale et c'est seulement après 15 jours, après l'apparition du journal officiel en question, que l'on peut commencer à procéder à l'opposition de ça aux citoyens. Vous voulez dire que l'arrêté du ministre des Transports est illégal? Mais l'arrêté n'est pas régulier. Et son application est totalement irrégulière. L'arrêté aujourd'hui, il n'est même pas connu de qui que ce soit. En dehors des réseaux sociaux, vous l'avez vu où? Vous l'avez vu où? En dehors des réseaux. Il n'existe nulle part. Mais nous sommes dans un état de droit. Ce n'est pas à travers les réseaux sociaux qu'on va voir un arrêté signé par un ministre. Alors que dans le même arrêté même qu'ils ont fait, ils ont dit eux-mêmes que cet arrêté doit faire l'objet de publication au journal officiel de la République du Niger. Mais ils ne doivent attendre à tout le moins, quelle que soit leur précipitation, ils doivent attendre qu'il ait été d'abord régulièrement publié au journal officiel et que toutes les formalités légales de publicité soient achevées avant de procéder à leur application. Même si on considère que tout est normal, tout est régulier et tout est justifié. Alors qu'on est loin de ça. On est loin de cette situation-là. C'est très clair qu'il n'y a aucune justification qui a été donnée par ces gens qui sont en train de comploter au niveau de ce ministère où on a pratiquement tout privatisé. Vous vous rendez compte que le ministère du Transport, aujourd'hui, il n'y a plus aucun acte administratif et que tu peux attendre de ce ministère en dehors, je ne sais pas, de peut-être une permission d'absence que vous pouvez donner à un agent. Mais sinon, il n'y a rien. Parce que si c'est visite technique, c'est un opérateur privé à qui on a donné, lui-même, il ne respecte rien de cahier de charge. Il est là, il est en train d'abuser. Ensuite, pour faire les plaques d'immatriculation, comment on appelle ça, les cartes grises et autres, c'est un autre opérateur à qui on a pratiquement cédé la question. Ensuite, maintenant, l'établissement des permis de conduire après les examens, ces permis-là aussi, maintenant, désormais, ils veulent le mettre entre les mains d'un privé. Donc finalement, au niveau de l'administration du ministère des Transports, il n'y a aucun acte, même les titres de transport. Même les titres de transport, les papiers qui est censé et qui est une autorisation de vous permettre d'exercer l'activité de transport, ça aussi, on a privatisé. Et on dit ce titre-là, lui aussi, doit faire l'objet d'une attribution d'un document qui sera délivré au niveau de ce concessionnaire. Mais les gens se foutent des Nigériens. Mais comment on peut faire ça? Comment on peut l'accepter? Parce que simplement les gens sont omnibulés par gagner de l'argent, par le gain facile. Et ils veulent le gagner sur le dos du peuple nigérien. Et le peuple nigérien, parce qu'il fait semblant, les gens pensent que c'est un peuple de moutons, alors donc on veut continuer à le traiter. Non, on ne sera plus ça. Et il faut bien que les uns et les autres le sachent. Nous ne pouvons plus continuer à accepter que les gens continuent à abuser de nous. D'abord, toutes ces conventions-là doivent être ramenées sur le tapis. Nous avons besoin d'un ministère régalien qui exerce des activités régaliennes de l'État. Et parce qu'elles sont des activités régaliennes de l'État, elles ne peuvent faire l'objet
de privatisation pour être remis entre les mains des individus qui vont se faire de l'argent sur le dos de l'État et sur le dos du peuple nigérien. Pour quelle raison ça va se passer comme ça? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et personne ne doit l'accepter. Aujourd'hui, on ne va pas dire que tous les détenteurs de permis de conduire, c'est-à-dire tout ce que nous avons comme transporteurs aujourd'hui, tous les conducteurs aujourd'hui, les privés et aussi les particuliers qui ont leur permis, tous vont être obligés d'aller donner de l'argent à cet individu à qui on a donné ce marché pour que lui s'enrichisse. Et tenez-vous bien, on donne un délai. On dit du 22 juillet au 22 juillet 2020, tout le monde est censé avoir fait. Et aujourd'hui, vous savez combien on a? On a à peu près plus d'1 million de personnes qui ont déjà leur permis au Niger. Ça veut dire que si cela doit être renouvelé, ça veut dire que ces 1 million de personnes vont venir donner 12 000 francs en une année à ce monsieur pour qu'il puisse renouveler tout leur permis. Ça fait 12 milliards de marchés. Gratuitement comme ça qu'on va donner à un individu. Parce que c'est eux qui savent chercher l'argent, c'est eux qui savent gagner l'argent et ils vont avoir les 12 milliards pour leur compte à eux, à leur profit, au détriment de l'État. L'État va gagner quoi dedans? Rien du tout, pas grand-chose. Et c'est entre eux, ils vont se partager ça. Comme d'habitude, dans tous les cas, vous savez à qui on a affaire au niveau de ce ministère. Elle a eu déjà à faire son passage et bien connu au niveau du ministère de la Défense. Le résultat est connu de tout le monde parce que ça s'observe dans la ville de Niamey. Tout ce que les gens font comme libéralité ou comme comportement dans leur attitude, c'est des choses exécrables. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous profitons de l'occasion que vous nous donnez pour interpeller le président de la République. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui, en tant que président de la République, avoir prêté un serment tel qu'il est élaboré, tel que nous le connaissons, et vous allez accepter d'être aujourd'hui complice de toutes ces situations-là, alors que la Constitution vous enjoint d'éviter ça. La Constitution vous oblige d'être dans la position de veiller à la régularité du fonctionnement des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Et la régularité suppose le respect de la loi, le respect de la réglementation. Lorsque vous entendez, on dit qu'il faut que les choses soient régulières, ça veut dire qu'il faut qu'elles soient conformes à la réglementation en vigueur. Or, aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de faire n'a rien à voir avec la réglementation en vigueur. Même ceux qui ont déjà eu, avant l'arrivée de ce ministre là-bas, je vous ai parlé de celui qui fait la visite technique, le contrôle. Depuis 8 ans aujourd'hui qu'il est en train de travailler, on a même fait une inspection d'État, on s'est rendu compte qu'il ne respecte rien du tout, il ne paye pas les droits de l'État, il ne respecte pas le cahier de charges, mais le bonhomme continue aujourd'hui encore à opérer dans ce secteur-là et dans ce domaine. Cela est pour moi inadmissible et je pense que nous avons le devoir citoyen de nous mobiliser pour être dans la position d'obliger chacun à respecter la légalité. Nous avons voulu d'un état de droit. Nous avons voulu d'une république. Ce n'est pas quelqu'un qui a voulu de ça. C'est un combat citoyen que nous avons mené dans ce pays pour avoir la république, pour avoir tout ce que nous sommes en train de vivre. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de penser, ce n'est pas gagné, ce n'est pas cadeau. On s'est battu pour ça. Et personne ne va aujourd'hui nous ligoter. Et ensuite, les biens publics sont sacrés et inviolables. Nous ne pouvons pas accepter que des individus puissent les dilapider, que les individus organisent des stratagèmes et orchestrent des omertas pour être dans la position de piller l'État, piller les citoyens et abuser des gens et en même temps venir narguer la population. Cela est inadmissible.